à travers l'axe économique où l'Algérie avec la France avait négocié d'abord des accords quasi très importants. Les Français de leur côté devaient augmenter j'allais dire la valeur de bourse du pétrole et du gaz jusqu'à 27%. Exactement. En contrepartie de gros marchés et d'investissements en français en Algérie. Oui. Et c'est à partir de cette date qu'on a constaté qu'il y avait eu de grosses boîtes françaises qui devaient commencer à s'installer en Algérie, etc. Rome, Poulain, pour la et certains gages ont dû être donnés par l'État algérien, certains gages ayant une valeur, elle est symbolique certes, mais elle a une valeur de propagande internationale importante. C'est à la suite du terrible tremblement de terre de Chrif de octobre 1980 qui s'est soldé par la destruction de 80% de la ville et de 2500 à 3000 morts, une décision du gouvernement algérien qui m'est restée dans la tête jusqu'à présent parce que ça m'a révolté, le refus aux Cubains de participer aux opérations de sauvetage et l'envoi d'une mission médicale. Alors là, c'est le con. C'est le con, c'est clair. C'est net qu'il y a une réorientation. Pourquoi refuser une mission humanitaire? Pourquoi? Au nom de quoi? Parce que les Cubains se trouvaient en Angola? Ça aussi, c'est un élément important. Mais l'Algérie, avant cela, avait financé aussi avec... Mais ça montre un changement de perspective. Je ne veux pas dire par là que Mohamed Chérif Messatia était fidèle à Fidel Castro ou était fidèle aux anciens engagements de Boumediene. Pas du tout. Il n'est pas plus progressiste que Chérif Benjedid. Mais tu avais dit que c'était un opportuniste. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il jouait sur les... Il jouait sur... Ça, c'est un commissaire national du parti de Constantine qui me l'a avoué. Très bien. Mais avant même d'arriver à cette autre perspective de la réorientation de la politique étrangère de l'Algérie qui a marqué le début des années 80 avec de nouvelles relations avec la France, particulièrement après l'élection de François Mitterrand et l'arrivée du PS au pouvoir, etc. en France et la grande circulation des élites politiques des deux côtés, etc. Les nouveaux accords sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, etc. Maintenant, pour terminer avec le printemps berbère, peut-on faire aujourd'hui, je sais que c'est fragmenté, c'est normal, on n'est pas là pour donner des réponses définitives à des événements historiques, à des situations importantes qui renvoient à la complexité de la société algérienne de l'époque, etc. Nous sommes là juste pour évoquer, réfléchir, et vous inviter également, vous, à réfléchir, à penser, mais à nous donner le résultat de vos réflexions par les remarques, par les précisions, par les... C'est parfait, c'est très important. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut écrire collectivement une histoire dans le débat. Et la contradiction. C'est très important. Peut-on penser une nouvelle sociologie de la Kabylie à partir d'un moment historique qui s'appelle le printemps berbère? Oui, absolument. Ça, c'est important pour moi. Absolument, absolument. Le printemps C'est-à-dire que, quelque part, si tu permets, que quelque part, c'était les événements le printemps berbère, du moins pour moi, sur le plan de l'analyse intellectuelle, est un passage très important d'une approche ethno-anthropologique, d'un problème culturaliste qui renvoie à notre legs historique et en l'occurrence à notre berbérité, à la culture amazigh en général. Donc le passage de cette dimension ethno-anthropologique à une dimension socio-politique d'un mouvement qui devait s'affirmer par la revendication, par le militantisme, par l'action et par la démarcation définitive face au pouvoir, à travers l'organisation de la société et, j'allais dire, cette pleine société qui a épousé la cause par la suite, du moins sur le plan local, et qui s'est élargie à l'échelle nationale, qui n'était plus devenue une affaire de Kabylie. D'autant plus qu'en termes de sociologie de l'histoire, trouves-tu normal? N'y a-t-il pas une certaine pathologie, une certaine faillite morale et politique de l'ensemble de l'Algérie? Trouves-tu normal que la revendication berbériste vienne de Tizi Ouzou et non pas de l'ensemble de l'Algérie, particulièrement des temples, les grands temples de la berbérité en Algérie? Les grands temples de la berbérité en Algérie ne sont pas à Tizi Ouzou. L'histoire profonde de la berbérité n'est pas à Tizi Ouzou. C'est-à-dire là, je dépasse de loin la question linguistique.
qui n'est pas, le Kabyle n'est pas le berbère, n'est pas le Tamazight dans sa dimension globale de l'histoire culturelle et linguistique de l'Algérie. Trouves-tu normal que la revendication berbériste surgisse à Tizi Ouzou? Et non pas à Constantine, non pas à Khenchtan, non pas à Annaba, non pas à Djidjil, non pas, etc. N'y a-t-il pas une faillite morale de ces régions-là concernant nos propres legs historiques qui se sont contentés juste d'une référence culturelle que l'on va au 7e siècle et qui ne remonte pas à l'origine de notre histoire culturelle, etc. Voilà, je vais juste te choquer. Choque-moi. Allez, choque-moi. Je vais te choquer, probablement je vais soulever des tempêtes, mais c'est pas grave. Moi, je suis un homme de débat et je suis ouvert à tous les débats. Et ce que je dis n'engage que moi. Le proverbe dit à quelque chose malheureusement. Je crois que la crise de l'amazérité et ce qu'on appelait le mouvement culturel berbère, en grande partie, d'une certaine manière, a sauvé l'Algérie. Dans les années 80, je dis bien, a sauvé l'unité nationale algérienne. Il a les apparences du trouble fait. Il a les apparences de la dissidence. Il a les apparences de la sédition. Mais il reste dans une problématique, j'allais dire, véritablement nationale. Il pose le problème du devenir de la nation algérienne et l'évolution vers la pluralité. Pourquoi il sauve l'Algérie? Parce qu'il a focalisé l'attention, y compris l'attention internationale, sur le problème de la diversité, sur l'ouverture à la diversité, sur la nécessité donc de l'ouverture du système politique, qui a conduit logiquement à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs, dont l'objectif majeur à mes yeux est la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme par un groupe autour de Yahya Abdallah. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas l'affaire de la création. Parce qu'en fin de compte, majoritairement les membres fondateurs du MCB, on les retrouve dans la première ligue, bien sûr, en 85, oui, mais c'est pas ça qui a été secondée par la suite par d'autres ligues du pouvoir. Mais c'est pas ça le point sur lequel je voudrais insister. Il faudrait voir à ce moment-là quels sont les grands problèmes et les grandes questions des années 80 sur le plan continental africain, sur le plan régional et sur le plan des rapports entre l'ancienne puissance coloniale et les questions régionales. On a oublié un très gros problème. Si nous avons évité, juste à la passation, au passage de la transition entre la période coloniale et la période de l'indépendance et de l'émancipation, si nous avons évité le problème mozabite, dans les années 80, nous étions menacés par le problème touareg. Les gens n'ont pas beaucoup de mémoire. Et les revendications touareg commençaient, elles n'ont pas seulement commencé avec l'Algérie, même si on n'en a pas beaucoup entendu parler, elles ont commencé dans le nord du Mali, dans le nord du Niger, et chez les Touaregs. Et ce début d'agitation qui commence à se poser, on parlait déjà à l'époque d'une revendication d'un Touaregistan, à l'époque déjà dans les années 80. Et les services étrangers d'une manière générale étaient extrêmement intéressés par ce qui se passait dans ces républiques qui étaient en train de devenir extrêmement fragiles. Et les républiques qui se fragilisaient, ce n'était pas la Tunisie, paradoxalement. Ce n'était pas la Libye. C'était le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. C'est-à-dire précisément les grandes zones de territorialité dans lesquelles se déplacent ces populations touareg. Et le problème touareg, et j'invite les gens à faire une recherche bibliographique, une cinquantaine de livres ont été écrits sur les Touaregs dans la période de la crise du Sahara occidental à la période de la fin du régime de Ben Ali. Ce qui montre bien qu'il y avait des visées et qu'on attendait l'effondrement de l'Algérie. Parce que l'Algérie a joué un rôle très important en Afrique. On n'attendait pas un changement au Niger ou un changement au Mali.
les changements au Niger et au Mali sont programmés ailleurs. Il y avait un certain monsieur Focard qui s'en occupe à l'époque. On attendait plus ou moins un changement au Tchad, sauf qu'il y avait un troublion qui n'a pas laissé faire les choses. Il s'appelle Muammar Kadhafi. Il est ce qu'il est. Et on attendait un problème de changement au niveau de la Mauritanie. Et on pensait qu'il allait intervenir à l'occasion de la crise du Sahara occidental. Il restait le maillon qui se présentait l'apparence d'être solide, mais qu'on savait qu'il était sur une stratégie de transition. Et c'est l'Algérie. S'il n'y avait pas cette affaire, s'il n'y a pas eu cette affaire... Laquelle? Le printemps berbère. D'accord, voilà, j'aimerais bien que... Oui. Je ne veux pas dire que le pays a été sauvé par Mohamed Cheikh Sadia. Ce n'est pas ça. Je crois qu'il y a d'autres gens qui réfléchissent de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus... Contrairement à ce que nous avons eu l'occasion de discuter, toi et moi, et nous n'étions pas d'accord. Moi, je t'avais dit qu'il y avait quelque part une intelligence, quelque part dans ce pays. Et moi, je t'ai dit que tu leur accordes beaucoup d'intelligence. C'est pas grave. On peut ne pas être d'accord. D'accord, oui, oui. Mais je pense que les gens je ne sais pas si cette intelligence était au niveau des affaires étrangères ou dans le côté occulte des services algériens. Je ne sais pas. Je ne le sais pas, d'autant plus que... d'abord j'étais à l'étranger, je vivais à l'étranger, je ne suis rentré qu'en 86, je suivais la politique de mon pays à travers la presse et les médias, de loin. Justement, du moment où tu étais à l'étranger, oui. Alors là, c'est important pour nous. Oui. Comment tu as vécu avec les autres compatriotes le mouvement le MCB en France? C'était le printemps berbère, le printemps berbère en France. Oui. Alors, ça c'est nouveau, pour nous c'est nouveau. Oui. À la veille du printemps berbère, pour parler de l'expérience directe, puisque tu m'interpelles, j'ai été donc exclu du parti en décembre 1979, une année après la mort de Boumediene, donc à la suite d'un certain nombre d'actions sur lesquelles j'aurais à m'expliquer un autre jour, ce n'est pas le lieu aujourd'hui ni l'occasion. Mais donc j'avais été exclu avec un certain nombre de gens, moi j'avais servi de bouc émissaire, et on avait exclu avec moi ce fameux Ramdan Rajala, qui avait quitté le parti depuis 5 ou 6 ans. D'accord. Mais il se trouve que Ramdan Rajala est un membre très actif de l'ACB, l'association culturelle berbère. Un membre très actif, qui a renoué avec le berbérisme. Pas le berbérisme séparatiste, mais c'est un berbérisme revendiquant la reconnaissance des droits fondamentaux à la diversité culturelle. Et je crois qu'il est resté constant de ce côté-là. Et c'est significatif, très significatif, qu'un parti politique exclut 3 ou 4 ans après son départ quelqu'un qui appartenait à une association culturelle berbère. C'était l'opportunisme de la direction du PRS qui, plus ou moins, sentant venir les choses, et on sentait que les choses allaient venir, sentant venir les choses, a préféré, en quelque sorte, prendre ses distances avec tout ce qui est radical. Je m'en étais expliqué. Le radicalisme, c'était les tendances qui existaient dans le parti, les tendances plus ou moins culturalistes, et les tendances de tous ces militants, ils étaient relativement nombreux, qui venaient soit des comités palestiniens, soit des comités Vietnam, comme moi. Donc, en 80, au moment du printemps berbère, j'ai appris parce que j'avais maintenu des contacts avec certains militants qui étaient restés à l'intérieur de l'organisation et que je rencontrais très régulièrement et qui me donnaient des informations. J'avais appris que la direction du parti avait dépêché 3 bonhommes à Tizi Ouzou. Mohamed Hamous, qui devait revenir avec le BTF à la présidence, Mohamed Hamous, Amran Hadjouj, je crois qu'il avait fait le déplacement, et ils ont été reçus sur place par 2 ou 3 enseignants qui étaient à l'université de Tizi.
Et ces enseignants devaient leur assurer un contact avec les principaux dirigeants du mouvement berbère à Tizi Ouzou, à l'époque. Donc il y avait un intérêt subi d'un parti politique qui était en crise, puisque c'était vraiment le cataclysme, et qui voulait se raccrocher à ce mouvement qui prenait une allure d'une sédition politique, pas seulement culturelle mais politique. Ça avait pris des proportions incroyables. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté du FFS parce que je n'y étais pas.